Alors, je passe la parole au professeur que tout le monde connaît en Belgique, Juan Lehmann, qui ne le connaît pas. Il est théologien, philologue, ancien directeur du Centre de l'égalité des chances, lutte contre le racisme au Centre Lehmann. D'ailleurs, c'est le nom qu'on... Son engagement, nous dirons son combat en faveur des minorités, des migrants et des pauvres, jouit d'un grand respect et d'une grande notoriété. Le professeur est allergique à toute injustice. Il est allergique à toute injustice. Je pèse bien mes mots. Professeur émérite et titulaire de la chaire GCIS, Rouen pour les études interculturelles à l'université KUL de Louvain, dont l'une des missions, je cite, « fournir une plateforme académique où les chercheurs peuvent présenter, débattre et échanger leurs conclusions sur l'étude de l'islam et des musulmans dans la société contemporaine, les politiques relatives aux minorités et à la migration et la communication interculturelle. » Professeur, bienvenue et merci. À vous la parole. C'est ça. Ah, c'est oui. Ça. Bonjour, messieurs, dames. Merci beaucoup de vos honorables paroles, mais il ne faut pas exagérer. Hein. Et bonjour à vous tous. Je vais me tenir à mes 20 minutes. Donc, et en 10 minutes, je voudrais dire quelque chose sur un aspect de violence, terrorisme, c'est les candidats belges pour Daesh. Donc, je voudrais dire un peu quelles sont mes expériences, enfin, ce que je pense, comment il faut chercher de les comprendre. Et puis, j'essaierai modestement de faire quelques suggestions. Je pense que personne n'a la réponse, mais bon, quelques suggestions. OK? Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Si mes données... Je vais d'abord vous donner mes ressources, enfin, hein, un académicien doit dire quelles sont ses sources. Bon, j'ai eu de très bons contacts, disons, avec 17 personnes qui sont toujours encore en très bon contact avec des gens en Syrie, par smartphone et autre chose. Et donc, qui m'ont donné la confiance, enfin, de raconter le vécu et le passé de ces jeunes et comment ils voient le futur. J'ai eu des contacts avec des informants, aussi des académiques, des chercheurs. J'en cite certains, Montasser Eldamé, Peter van Ostein, c'est des gens connus pour ceux qui sont dans la matière. Hein? Jessica Sos, Yunus Lamgari, donc j'écoute, je parle. Et aussi avec certains parmi vous. Et voilà, et je regarde Internet moi-même. Donc, El-Awlaki, El-Magdisi, Abu Qatada al-Filistini, je regarde tout. Voilà. Ça, je me base sur ceci pour vous dire comment je vois un peu les choses, comment je pense qu'on peut interpréter un peu ce qui se passe dans le vécu de ces jeunes. Quand je vois donc il s'agit en Belgique de plus ou moins 437 jeunes partis, certains sont déjà morts, certains sont revenus, il y a, si je suis bien informé, mais qui est-ce qui est bien informé? 43 morts, 80 qui sont revenus, plus ou moins un peu plus, je pense, 200 qui se trouvent en Syrie, plus, disons, encore 200 qui voudraient partir mais qui ne partent pas, ou qui ne sont pas encore partis. Donc on parle de ça. Si on regarde bien, ils se trouvent la plupart du temps sur l'axe Anvers-Bruxelles. Donc si vous regardez l'axe Bruxelles-Anvers, c'est là qu'ils se trouvent. Aussi à Vilvoorde, par exemple. Et je sais bien que le bourgmestre de Malines se vante qu'il n'y en a pas à Malines, mais ce n'est pas vrai. Alors, il y a 80% d'hommes, plus ou moins 20% de femmes. Si on veut distinguer, c'est vrai, on peut déjà distinguer 3 générations
entre les partants, entre 2011 et 2014. Je dirais ça a commencé par les charia forts. Hein. Puis il y a eu plutôt des gens qui voyaient peut-être un peu l'aventure, et puis aujourd'hui, on a plutôt ceux qui sont attirés par le califat, l'idée du califat. Ça, c'est, je pense, un peu le développement qu'il y a. Alors, quoi encore comme caractéristique? Ils sont jeunes. La moitié, plus ou moins, à moins de 18 ans. Ils ont très peu de contact avec les mosquées. Ils ne connaissent pas bien l'islam. Donc, très souvent, c'est des jeunes, n'oublions pas. Donc, si on discute qu'est-ce qu'on peut faire par après, n'oublions pas qu'on n'a pas beaucoup de contact avec eux. C'est comme ça. Je ne dis pas qu'ils sont tous démunis. Il y a une très grande variété, vraiment. Il y a une très grande variété parmi eux. Mais ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Très souvent, ils se sentent, à juste titre ou pas à juste titre, discriminés. Ils voient des choses très symboliques. En cela, par exemple, je donne un exemple d'une étudiante faculté de médecine qui ne trouve pas immédiatement un boulot parce qu'elle porte un foulard. Bon, est-ce qu'on peut dire elle est discriminée, elle n'est pas intégrée? Je dirais oui, elle semble très bien intégrée, mais d'une façon ou d'une autre, elles sent qu'elle est refusée par la société où elle est. Donc c'est un peu... Puis bien sûr, il y a surtout dans les premiers qui sont partis aussi des gens qui ont eu des problèmes avec la police. Surtout la première génération entre eux. Bon, mais ne généralisons pas. Il y a de tout. Bon, je ne vais pas parce que je n'ai pas le temps. Il y a un tas de caractéristiques à donner. Alors, est-ce qu'il y a une organisation? Écoutez, ils partent de tout part. Ils peuvent partir de Nador durant les vacances. Ils peuvent partir parce qu'ils habitent la même rue, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils sont des amis Facebook. Donc il y a un tas de mécanismes. Il y a aussi de très bons contacts avec la Syrie toujours, avec des gens qui connaissent là-bas. Écoutez, ce n'est pas difficile. Hein? Moi, j'ai eu des gens sur mon Facebook aussi. Mais ils m'ont jeté dehors. Bon, mais à un certain moment. Mais ce n'est pas tellement difficile. C'est leur monde. Bon. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, vous savez, dans le temps, j'ai fait des études sur les conversions. Ce n'était pas du tout lié à ça. Ce n'était pas du tout lié même à l'islam au début. Mais je reconnais certains mécanismes. Et le mécanisme que je reconnais, c'est une certaine recherche d'identité. C'est dans ce cas-ci, et ça c'est différent avec d'autres confessions que j'ai vues, un sentiment, ils sont traumatisés. Ils voient YouTube, ils voient ce qui arrive aux musulmans en Syrie, puis il y a la Palestine, n'oublions pas, ça joue. C'est vraiment très important, cette affaire. On le sous-estime ici. Il y a la Palestine et ça n'avance pas là-bas. C'est sans solution. Ils disent, non d'une pipe, mais les autres musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ça qu'ils reçoivent aussi dans les messages YouTube. Les autres musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Rien, 2 fois rien. Alors, nous, il y a l'âge aussi. Il y a l'âge où on cherche encore une certaine pureté. Réfléchissez à vous-même quand vous aviez 18 ans. Donc on est toujours un peu plus pur que quand on est 60 ans. Hein. Donc on cherche une certaine pureté. Donc, et ils reçoivent ce message aussi dans les petits films. Et alors, si à ce moment-là, vous vous sensibilisez vers l'islam, comme quelqu'un me dit, la porte vers l'islam s'ouvre. Et comme quelqu'un m'a dit, et vous avez un peu de malchance, parce que j'ai parlé donc avec des gens qu'on appelle salafis. Par exemple. Au foyer où je suis, il y en a qui travaillent et qui m'ont dit, voilà, vous savez, il y a un moment où vous découvrez, où la porte vers l'islam s'ouvre. Vous savez, vous avez tendance à voir tout, à diviser le monde entre les bons et les mauvais. Et vous généralisez un peu. Et si à ce moment-là, vous entrez dans un groupe d'amis, où vous entrez que des gens qui disent « Ah oui, vous avez, c'est vrai, vous avez raison, il y a les bons et les mauvais. » N'oubliez pas, les mauvais et les bons aussi dans le monde musulman. Hein.
pas entre les musulmans et les autres, mais dans le monde musulman même. Et si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vous dit, vous savez, il y a des hadiths, il y a le Coran qui dit, il faut éliminer même ce qui est mauvais. Si vous entrez dans cette logique-là, et si à ce moment-là, vous vous désaffiliez, vous vous dissociez des networks, comme on dit, des réseaux, vous êtes normalement les autres amis, la famille, et vous entrez dans des petits groupuscules, où vous regardez continuellement YouTube et tout ça, vous risquez d'être parti. Vous risquez d'être parti parce qu'il y a un moment alors où on vous dit, mais écoutez, ne restons pas seulement avec les paroles, avec les mots. Il faut aller à l'action. Vous savez? Et alors, ou pas Facebook, et alors ça m'échappe un petit peu. Quoi? Est-ce qu'il y a problème? Ah. Ou pas Facebook, ou parce que, et là, je n'ai pas bien compris jusqu'ici, ou est-ce qu'il y a d'autres interventions, on voit qu'en très peu de temps, certains quittent. En très peu de temps. Par exemple, en se coupant la barbe, en changeant d'adresse, en disant à la famille, on est parti avec l'école, un voyage d'école, et puis la famille reçoit un coup de téléphone, oui, on est en Syrie. Hein? C'est ça qui se fait. Hein? Comment, quoi et tout, sûrement pas par Zaventem. Hein? Mais ou par la Suisse, ou par Düsseldorf, ou par d'autres choses, et clairement avec des gens aussi qui les attendent, par exemple en Turquie, qui les attendent là-bas et qui les portent taxi vers la frontière et tout ça, et ils entrent en Syrie. Voilà là. Qu'est-ce qui est encore typique pour ces jeunes? C'est qu'après tout, ils ne sont pas financièrement responsables de leur famille ici. Donc ils sont libres quelque part, ils se sentent libres quelque part. Ça c'est aussi très typique. Voilà. Il y a beaucoup plus à dire, hein, mais bon, on m'a demandé de faire des suggestions. Bon, écoutez, les suggestions, je n'ai pas de réponse. Hein. Mais je trouve que si on entre dans la logique des gens, de ces jeunes même, et donc de formation, je suis anthropologue, et donc ma déformation, c'est de chercher d'entrer dans la tête des gens. Comment est-ce que comment dire, si moi j'ai cette problématique-là à 18 ans, je suis prêt à partir aussi, hein. Qu'est-ce qui peut me retenir? C'est un peu ça, ou qu'est-ce qui aurait pu me retenir, hein? Et ça, c'est un peu la question que je me pose. Alors, je dirais, partons de nos constats. Ils ne vont pas aux mosquées. Ils ne vont pas. Ils les trouvent hypocrites quelquefois, ces musulmans-là. Soyons honnêtes, ils nous trouvent hypocrites. Ils trouvent que, bon, on ne parle pas le langage. Si on veut entrer en contact avec eux, ça veut dire qu'on doit parler quelque part leur langage. Toucher leur thème. Utiliser leur instrument. Ça veut dire en réalité, mais c'est un problème pas seulement pour l'islam, c'est un problème un peu un défi pour toutes les religions. C'est d'entrer par les instruments aussi en contact avec ces jeunes. Et c'est quoi ça? C'est l'imaginaire, c'est le Facebook, c'est le YouTube, et le faire d'une façon très professionnelle. Pas trop dans pas trop didactique, mais avec l'approche qui est typique pour les jeunes même. Donc ma première suggestion serait, mais ce n'est pas à moi de le dire, hein, donc, même dans l'Église catholique on ne m'écoute pas, donc j'aimerais dire, bon, pour le monde islamique, je dirais, écoutez, faites peut-être cet effort, mettez des jeunes qui parlent leur langage, mais qui sont loyaux vis-à-vis de votre islam, comme vous le concevez. Donnez-leur cette mission, donnez-leur les moyens pour élaborer ce type de contact avec ces jeunes qui ne fréquentent pas les mosquées et qui, en tout ce que vous faites, vous risquez même qu'ils disent oui, bien sûr qu'ils le disent. C'est un peu le même problème qu'ont les autorités belges. Et quand ils disent, les autorités belges, on va leur enlever leur passeport, on va faire ça et ça. Ils disent, mais écoutez, vous voyez, ils ne nous acceptent pas.
Donc, on doit faire attention de ne pas entrer dans un mécanisme dans notre réponse à ces jeunes où ils se voient confirmés dans ce qu'ils pensent déjà. Ça, c'est ma première suggestion. Brisons cela en entrant dans leur monde. C'est ma première suggestion. Deuxième suggestion, c'est pour les enseignants de religion islamique, de grâce, soyez empathiques. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ne commencez pas immédiatement, quand vous entrez en contact avec eux, à dire « Ah non, cherchez de les comprendre, cherchez de les ouvrir, de suivre un bout de chemin avec eux. Suivre un bout de chemin avec eux. Hein? Ne pas dire immédiatement « Ah non, vous savez, l'islam dit ça, ça, ça. » Suivez un bout de chemin avec eux. C'est important aussi, pas pour les suivre jusqu'en Syrie, bien sûr, hein? mais pour entrer en débat avec eux et montrer-leur que le monde, ce qu'on peut trouver dans la société, est beaucoup plus riche que ce qu'ils pensent. Même s'ils n'ont pas de boulot, on a à donner, parce qu'autrement, soyons très clairs, c'est une bataille perdue autrement. Parce que pendant toute une période, il n'y aura pas de boulot pour beaucoup de ces jeunes. Pour certains, pas mieux. Mais offrons-leur, disons-leur, notre communauté islamique et notre société a besoin de vous. A besoin de vous. Donnez-leur un certain sentiment, au moins, qu'ils valent quelque chose. Mais bien sûr, pas des mots seulement. Il faut le rendre concret par des actions, par exemple, actions de bénévolat, où ils se sentent bien appréciés par la communauté et aussi par les adultes, hein, par les autres générations. Alors, autre chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le problème des prisons. Excusez-moi que je le pose comme ça. On sait que les prisons servent à radicaliser très souvent. Hein. Soyons très, ça c'est la réalité. Bien sûr, on ne peut pas espérer non plus, on ne peut pas vouloir non plus que si quelqu'un a fait quelque chose, parce qu'il est musulman, il n'entre pas en prison. Hein? Donc, ça c'est pas possible non plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a tout un travail à faire, mais bon, ça c'est clair. Être aumônier dans une prison aujourd'hui est une chose très importante. Et il faut vraiment, ils doivent discuter entre eux, je ne sais pas s'ils le font, ils doivent être aussi de bons théologiens. Parce qu'ils entreront en contact avec des gens qui ont entendu des hadiths. Vous connaissez les hadiths mieux que moi, hein? Les hadiths qui disent qu'en Syrie, c'est maintenant le moment où il y a une vision apocalyptique, hein, sur la Syrie. Il y a une vision apocalyptique, c'est là que ça se passera maintenant. Et donc, il faut de très bons théologiens au niveau des prisons qui savent briser aussi, au moins faire des question marks, comme on dit, dans cette logique-là. Et un dernier point, parce que je dois m'arrêter, c'était quoi? Oui, ceux qui reviennent, cherchons de les réintégrer le plus vite possible dans les NGO existantes. Et là, je sais que beaucoup de Belges ne seront, enfin de Belges non musulmans, seront pas d'accord avec ce que je dis. Ne sous-estimons pas l'impact positif qu'un certain salafisme peut avoir sur ces jeunes. Parce qu'on met trop facilement, quand on est non-musulman, tout le salafisme dans un seau, comme je dis. Et ce n'est pas vrai. Moi, j'ai rencontré des jeunes salafis qui m'ont dit, écoutez, dans un premier contact avec le salafisme, j'ai commencé à raisonner. En étant dedans, j'ai commencé à raisonner et je suis devenu plus souple même. Donc, on doit accepter que des jeunes ont encore tout un parcours à faire et qu'on doit accepter que dans un parcours à faire, ils peuvent évoluer. OK?
Et je m'arrête parce que j'ai parlé 20 minutes. Oui. Ouais. Merci.